Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne éducative. S'adressant aux apprenants de la 4e année secondaire, toutes sections confondues, cette présente séquence d'apprentissage se réfère au thème numéro 1 de votre programme officiel, qu'est la reproduction humaine et santé, dont le premier chapitre s'intitule « La fonction reproductrice chez l'homme ». Les différentes notions auxquelles vous serez initiés seront présentées par Madame Kamoun Majda, professeure principale émérite de SVT, exerçant au lycée Manzaneuf, sous l'assistance pédagogique de Madame Sondsejbara, inspectrice principale des écoles préparatoires et des lycées à Tunis 2. Cette séquence d'apprentissage s'intitule « La fonction endocrine du testicule ». Mais avant d'aborder ce thème, essayons de faire une petite évaluation des prérequis afin d'acquérir certaines notions. On se propose alors de compléter le tableau suivant par ce qui convient. Il s'agit là d'un petit tableau comparatif entre l'enfant et l'adulte selon 3 critères: la taille du tractus génital, la pilosité au niveau du pubis, des aisselles et la barbe, ainsi que la forme et la taille du corps. En complétant ce tableau, vous serez en mesure de déterminer certaines manifestations de la puberté chez l'homme. Je vous rappelle que le tractus génital est de petite taille chez l'enfant. Par contre, chez l'adulte, sa taille augmente considérablement. En effet, les testicules augmentent de taille et deviennent sécrétrices de spermatozoïdes. Les glandes annexes deviennent volumineuses et sécrétrices de la phase liquide du sperme ou liquide séminal. Le pénis et la verge, devient de plus grande taille, exerçant sa fonction de copulation. Concernant la pilosité, je vous rappelle que le corps de l'enfant ne présente pas de poils. Par contre, chez l'adulte et dès la puberté, la densité des poils augmente au niveau du pubis, des aisselles et de la barbe. Le thorax et les 4 membres se couvrent également de poils. Comparé à la forme peu développée du corps de l'enfant ainsi que sa petite taille, on constate chez l'adolescent une augmentation de la croissance, d'où l'augmentation de la taille générale du corps, un développement musculaire important, un élargissement des épaules, ce qui se manifeste par une forme particulièrement développée du corps. On résume donc ce tableau en disant que la puberté est une période de la vie au cours de laquelle le corps de l'enfant subit de nombreuses transformations anatomiques, physiologiques et même psychiques pour acquérir la fonction de reproduction. Ainsi, les caractères sexuels secondaires apparaissent et les organes reproducteurs deviennent fonctionnels. On enchaîne maintenant avec le document suivant qui représente une coupe transversale simplifiée d'une portion de testicule d'un homme. Première question. Annotez les éléments de 1 à 10 et indiquez ce que représentent les zones A et B. Pour répondre à cette question, on est amené à compléter la légende de 1 à 10 et de donner un nom aux 2 zones présentées sur le schéma. L'observation de cette coupe partielle de testicules permet de déterminer 2 zones qui sont la zone A correspondant à la portion du tube séminifère, la zone B qui correspond au tissu interstitiel. Ce dernier occupe les espaces séparant les tubes séminifères et il est formé par des capillaires sanguins entourés de cellules de Leydig. On remarque également que chaque tube séminifère est bordé par une membrane épaisse, appelée gaine conjonctive ou lame basale. L'intérieur de la portion du tube séminifère et plus précisément au niveau de la paroi montre 2 types de cellules. Les premières cellules de grande taille
qui occupent presque la totalité de l'épaisseur de la paroi des tubes séminifères, sont appelées des cellules de Sertoli. Il s'agit de cellules somatiques à rôle de soutien, de nutrition et de sécrétion. L'autre type de cellules présents au niveau de la paroi des tubes séminifères sont dites des cellules germinales. Ces cellules germinales n'ont ni la même taille ni le même aspect des noyaux. On distingue parmi les cellules germinales les spermatogonies qui forment une première couche de cellules plaquées contre la paroi des tubes séminifères. Quant au spermatocyte 1, il est reconnu par son cytoplasme large et son noyau moins dense. En se dirigeant vers la lumière du tube séminifère, le spermatocyte 2 sont des cellules généralement groupées par deux et de plus petite taille, alors que les spermatides sont les cellules les plus petites et les plus proches de la lumière du tube séminifère. Dernière catégorie de cellules germinales sont les spermatozoïdes ou gamètes mâles. Il s'agit de cellules sexuelles différenciées formées par une tête, une pièce intermédiaire et un flagelle. Vous remarquerez que certains de ces spermatozoïdes sont implantés par leur tête au niveau du cytoplasme des cellules de Sertoli, alors que d'autres se trouvent libres dans la lumière des tubes séminifères. On passe maintenant à la deuxième question concernant le même schéma. Il s'agit de justifier s'il s'agit de testicules d'un homme pubère. Afin de répondre à cette question, on va essayer de chercher des indices schématiques pouvant justifier l'acquisition de la puberté chez cet homme. L'observation avertie de ce schéma montre les différentes catégories de cellules germinales peuplant la paroi des tubes séminifères, mais surtout la présence des spermatozoïdes au niveau de la lumière des tubes séminifères, ce qui va justifier l'acquisition de la puberté chez l'homme. Troisième question. Identifier le phénomène qui aboutit à la formation de la cellule 9 ou spermatozoïde à partir de la cellule 5 ou spermatogonie. Je vous rappelle la signification du verbe d'action identifier qui correspond à nommer le phénomène et apporter une justification. Essayons donc de donner un nom au phénomène qui se déroule au niveau de la paroi des tubes séminifères en allant de la membrane basale vers la lumière. C'est la spermatogenèse. Ce phénomène correspond à l'ensemble de 4 étapes successives. Je vous rappelle dans l'ordre la phase de multiplication, la phase d'accroissement, la phase de maturation et de différenciation. Au bout de ces 4 phases, il y a transformation des spermatogonies ou cellules souches diploïdes en cellules sexuelles mûres haploïdes appelées spermatozoïdes. La spermatogenèse se déroule au niveau de la paroi des tubes séminifères de manière centripète et se fait de la puberté jusqu'à la vieillesse. Chez l'homme, la spermatogenèse dure 74 jours. Je vous rappelle que les différentes notions qu'on vient de voir ont déjà fait l'objet d'une séance d'apprentissage précédente que vous pouvez visionner pour plus de détails. On termine par la dernière évaluation des prérequis et on se propose de rappeler la définition d'une hormone tout en présentant un schéma simplifié qui illustre son mode d'action. Donc, qu'est-ce qu'une hormone? L'hormone est une substance ou messager chimique qui est sécrétée par une cellule endocrine activée. Elle est libérée dans le sang, agit donc à distance et à très faible dose,
sur des cellules cibles qui possèdent des récepteurs spécifiques capables de la fixer. La formation de complexes hormones-récepteurs selon le modèle clé-serrure permet de modifier l'activité de la cellule cible. Ainsi, on a répondu à la question en montrant le mode d'action d'une hormone. Mais une remarque s'impose concernant la modification de ce mode d'action selon la nature chimique de l'hormone. En effet, quand il s'agit d'une hormone stéroïdienne ou lipidique, étant lipophile, cette substance traverse facilement la double couche lipidique formant la membrane cytoplasmique pour retrouver des récepteurs spécifiques intracytoplasmiques. Ainsi, la formation de complexes hormones-récepteurs au niveau du cytoplasme est suivie du passage dans le noyau, ce qui entraîne l'activation ou l'inhibition de certains gènes, d'où la modification de l'activité cellulaire. Par contre, lorsqu'il va s'agir d'une hormone protéique telle que l'insuline ou le glucagon, intervenant dans la régulation de la glycémie, par exemple, les récepteurs spécifiques sont situés à la surface de la membrane cytoplasmique. La formation de complexes hormones-récepteurs permet une activation enzymatique, d'où la modification de l'activité de la cellule cible. Afin d'aborder le thème de la fonction endocrine du testicule, posons notre problème scientifique de la séquence. Quelles sont les structures testiculaires qui assurent la fonction endocrine du testicule? Pour répondre à cette question, on se propose de réaliser la première activité de notre séance d'apprentissage que je vous demande de lire ensemble. Dans le but de préciser les rôles des deux structures testiculaires, on réalise l'observation microscopique d'une coupe transversale de testicules chez un homme normal et chez un autre cryptorchide. Le document présente donc les deux coupes transversales d'une portion de testicule. La première est réalisée chez un individu normal, alors que la seconde est réalisée chez un individu cryptorchide. Ainsi, la question proposée dans cette activité numéro 1 est comparer la structure testiculaire de l'individu cryptorchide à celle de l'individu témoin. Je vous rappelle la signification du verbe d'action comparer qui correspond à dégager les points en commun et les points de différence entre les deux éléments comparés. Mais avant de répondre à cette question, essayons d'abord d'identifier qu'est-ce qu'un individu cryptorchide. La cryptorchidie est une anomalie qui affecte la descente des testicules de la cavité abdominale vers les bourses ou scrotum au cours de la vie fœtale, ce qui soumet les cellules germinales à des températures relativement élevées, supérieures à 35 degrés, et empêche leur développement normal. Si aucun traitement n'est réalisé, l'individu présente des caractères sexuels secondaires normalement développés à la puberté, mais il reste stérile. Comme vous pouvez le constater, les testicules non descendus gardent une position intra-abdominale, ce qui fait que les bourses ou scrotum restent vides. La légère augmentation de la température au niveau de l'abdomen par rapport à la position extra-abdominale des testicules bloque alors la spermatogenèse. Revenons au document présentant les coupes transversales. Je vous rappelle que l'individu normal est fertile, c'est-à-dire capable de produire des spermatozoïdes et présente des caractères sexuels secondaires normaux. La deuxième coupe réalisée chez l'individu cryptorchide, que je vous rappelle, il est stérile et garde des caractères sexuels secondaires intacts. L'observation des deux coupes
partielle de testicules nous permet de reconnaître les différentes cellules peuplant la paroi des tubes séminifères au niveau de la première coupe. Le tissu interstitiel étant développé au niveau des deux coupes observées, alors que le deuxième tube, correspondant à l'individu cryptorchide, présente une paroi atrophiée avec des spermatogonies et des cellules de Sertoli peu développées. Afin d'établir une comparaison pertinente, il sera judicieux de réaliser un tableau comparatif entre le testicule de l'individu normal et celui de l'individu cryptorchide afin de dégager les points en commun et les points de différence. Comme on vient de le constater, le point en commun entre les deux coupes présentées est la présence d'un tissu interstitiel d'aspect normal, formé par des capillaires sanguins et des cellules de Leydig développées. Concernant les points de différence, qui sont situés au niveau de la paroi des tubes séminifères, la première coupe présente un tube séminifère d'aspect normal, dont la paroi comporte les différentes couches concentriques de cellules germinales et des cellules de Sertoli développées. Quant à la lumière, elle est étroite et pourvue de spermatozoïdes, qui est l'indice de fertilité de l'individu témoin. Par contre, le tube séminifère chez l'individu cryptorchide présente un aspect atrophié, une paroi mince qui ne comporte qu'une seule couche périphérique de cellules germinales peu développées et des cellules de Sertoli atrophiées. La lumière du tube séminifère chez l'individu cryptorchide est large et dépourvue de spermatozoïdes, ce qui justifie sa stérilité. Récapitulant cette comparaison, on peut dire que sur le point microscopique, le seul point en commun est la présence de cellules de Leydig développées au niveau du tissu interstitiel, qu'on peut observer là, comme vous le constatez. Ces cellules de Leydig développées entourent les capillaires sanguins. On peut dire qu'au niveau des deux coupes, le tissu interstitiel est bien développé. Sur le plan macroscopique, je vous rappelle que les deux individus présentent des caractères sexuels secondaires développés, ce qui nous permet de déduire que la présence de ces cellules de Leydig est à l'origine de l'apparition et le maintien des caractères sexuels secondaires chez les deux personnes. Certains élèves peuvent alors se poser la question suivante: comment ces cellules de Leydig arrivent-elles à agir sur différents types d'organes exprimant les caractères sexuels secondaires chez l'homme? C'est-à-dire, comment ces cellules peuvent-elles, par exemple, modifier la voix, qui devient grave chez l'adolescent? Comment ces cellules, situées entre les tubes séminifères, peuvent-elles modifier le psychisme de l'adolescent, qui présente une attirance sexuelle prononcée vers le sexe opposé? On a déjà vu qu'au cours de la puberté, la pilosité qui est développée et qui couvre presque la totalité du corps. Quelle est la relation entre ces cellules de Leydig situées au niveau des testicules et le développement de la musculature, voire même la modification du métabolisme lipidique ou peptidique? Par quels moyens ces cellules arrivent-elles à augmenter la taille des organes génitaux? Afin de répondre à toutes ces questions, intéressons-nous de plus près à ces cellules interstitielles, ou appelées également cellules de Leydig, dont l'observation au microscope électronique à balayage permet de distinguer un noyau assez volumineux et dense, qui est l'indice d'une activité importante au niveau de la cellule. Le cytoplasme, quant à lui, présente de très nombreuses gouttelettes lipidiques. On arrive à isoler et extraire plusieurs substances chimiques à partir de ces gouttelettes qu'on appelle androgènes, dont la composante majoritaire est la testostérone. Les analyses biochimiques ultérieures ont permis d'attribuer une nature stéroïdienne à cette substance. Quels sont alors les effets physiologiques de cette substance masculinisante et quel est son mode de sécrétion? La réponse à ces deux questions
se trouve dans l'activité numéro 2 que je vous propose de réaliser ensemble. Dans le but de déterminer les structures cellulaires assurant les deux fonctions testiculaires, on réalise une série d'expériences sur 2 lots de rats pubères illustrés par le tableau suivant. On dispose de 2 lots de rats. Le premier lot de rats est soumis à une destruction sélective au rayon X des cellules du tube séminifère. Ce traitement réalisé sur les rats entraîne une stérilité, mais les caractères sexuels secondaires restent normaux. Le deuxième lot de rats est soumis à une destruction sélective au rayon X des cellules interstitielles, tout en préservant les cellules du tube séminifère. Ainsi, les rats traités deviennent stériles et présentent une régression des caractères sexuels secondaires. Dans un deuxième temps, ces mêmes rats dépourvus de cellules interstitielles sont soumis à des injections répétées de testostérone où on réalise une greffe sous-cutanée d'un fragment de testicule sur ces mêmes rats. Le résultat obtenu est le rétablissement de la fertilité ainsi que la restauration des caractères sexuels secondaires normaux. Ainsi, la question proposée est la suivante. Analysez ces résultats expérimentaux afin de déduire la dualité de structure et de fonction de la gonade mâle. En réponse au verbe d'action analysé, il s'agit là, dans le cas des expériences, de dégager une relation entre les conditions expérimentales et les résultats obtenus dans le but de déterminer une petite conclusion. On peut donc, concernant par exemple le premier lot de rats, on peut dire que la destruction sélective au rayon X des cellules du tube séminifère, tout en préservant les cellules interstitielles, a entraîné la stérilité, mais les caractères sexuels secondaires normaux n'ont pas été modifiés. La rédaction de notre réponse peut se formuler ainsi. Concernant le premier lot, la destruction sélective au rayon X des tubes séminifères entraîne la stérilité des rats, mais les caractères sexuels secondaires restent normaux. On peut donc déduire que les tubes séminifères sont responsables de la fertilité, mais n'ont pas d'effet sur les caractères sexuels secondaires, ce qui correspond à la fonction exocrine du testicule. Par rapport au deuxième lot, dans un premier temps, la destruction sélective au rayon X du tissu interstitiel entraîne la stérilité et la régression des caractères sexuels secondaires. Donc, comme on vient de le constater dans cette analyse, malgré que le tissu interstitiel, que les cellules du tube séminifère sont intactes, les rats deviennent stériles. On peut donc déduire que le tissu interstitiel contrôle les caractères sexuels secondaires et intervient dans la production des spermatozoïdes. La dernière expérience réalisée sur le deuxième lot de rats, qui sont dépourvus de cellules interstitielles, peut être analysée de la sorte. Les injections de testostérone à ce lot de rats ou la greffe sous-cutanée d'un fragment de testicule permettent le rétablissement des fonctions testiculaires. Je vous rappelle que lorsqu'on réalise des expériences d'injection ou de greffe, le seul moyen de communication entre les substances injectées ou l'organe greffé est une relation sanguine. Ainsi, on peut dire que ces fonctions assurées par le tissu interstitiel se font par voie sanguine au moyen d'une substance chimique sécrétée par les cellules de Leydig, qu'on vient de voir tout à l'heure, qui est déversée directement dans le sang. Il s'agit alors de la testostérone qui est qualifiée d'hormone masculinisante. C'est la fonction endocrine du testicule. En guise de conclusion, on peut dire que les testicules ou gonades mâles présentent une dualité de structure qui explique sa dualité fonctionnelle. En effet, cette gonade mâle assure une fonction exocrine correspondant à la production des spermatozoïdes au niveau de la paroi des tubes séminifères,
qu'on a appelée spermatogenèse. La deuxième fonction est endocrine, puisqu'elle correspond à la production d'hormones sexuelles mâles ou testostérone par les cellules interstitielles. On dit alors que le testicule est une glande mixte. Dans le but d'étudier le mode d'action de la testostérone, on se propose dans cette troisième activité d'exploiter plusieurs courbes de dosage de cette hormone. La première correspond à la courbe de variation de la sécrétion de testostérone chez l'homme. Ainsi, comme vous pouvez le constater, les sécrétions relativement importantes de testostérone pendant la vie fœtale et chez le nouveau-né sont en relation avec l'apparition des caractères sexuels primaires. En effet, à l'âge embryonnaire, il y a différenciation d'un tractus génital de type masculin. La testostéronémie est à sa valeur la plus basse pendant l'enfance. Elle présente une augmentation importante pendant la puberté, ce qui assure le développement des caractères sexuels primaires et l'apparition et le développement des caractères sexuels secondaires. La sécrétion presque constante de la testostérone à l'âge adulte permet le maintien des caractères sexuels secondaires. Le détail de la sécrétion d'une quinzaine de jours est représenté par la deuxième courbe, que voici. En effet, le dosage de testostérone de façon quotidienne permet de déterminer une sécrétion régulière. On voit que le taux de sécrétion est le même à chaque jour pendant la période de dosage. On peut donc déduire que la testostéronémie est constante chez l'adulte. Le détail d'une sécrétion journalière est présenté par la troisième courbe qui montre une sécrétion discontinue. La courbe en effet montre des points de sécrétion importantes appelés pics ou pulses qui sont séparés par des intervalles de temps réguliers. Ainsi, les cellules de Leydig sécrètent la testostérone de manière intermittente. Chaque pic ou pulse correspond à une sécrétion brève et intense de cette hormone. L'étude de cette courbe permet de déduire qu'il s'agit d'une sécrétion pulsatile ou discontinue de cette hormone mâle. En récapitulant les trois activités qu'on vient de faire, on peut dire que le testicule ou gonade mâle est formé par des tubes séminifères dont la paroi assure la production des gamètes mâles ou spermatozoïdes. C'est le phénomène de la spermatogenèse, rappelez-vous. Les spermatozoïdes fabriqués sont libérés au niveau de la lumière, puis sécrétés à l'extérieur du corps de l'homme par l'orifice urogénital, ce qui permet la détermination de la première fonction testiculaire, qualifiée de fonction exocrine. La deuxième structure qui forme le testicule est le tissu interstitiel. Dans les cellules de Leydig ou cellules interstitielles sécrètent l'hormone mâle ou testostérone. Cette hormone de nature stéroïdienne est libérée dans le sang. Elle agit donc à distance et à très faible dose sur plusieurs cellules cibles qui peuvent être très éloignées de son lieu d'existence, ce qui permet l'apparition et le maintien des caractères sexuels primaires et secondaires, mais aussi, elle arrive aussi à activer la spermatogenèse. On peut donc dire que c'est la deuxième fonction qui est endocrine. Le testicule présente donc une double structure qui est ici visualisée par les tubes séminifères et le tissu interstitiel, qui permet d'expliquer sa double fonction, la fonction exocrine et la fonction endocrine. Certains parmi vous peuvent alors poser la question concernant le devenir des spermatozoïdes et de la testostérone produits par le testicule. La réponse à cette question se trouve dans notre dernière activité qu'on va lire ensemble. Il s'agit d'exploiter les données du texte scientifique suivant
pour relever les premiers indices concernant le contrôle des fonctions testiculaires. Commençons alors par lire le texte. Les spermatozoïdes produits par les tubes séminifères sont nécessairement évacués par les éjaculations ou détruits dans les voies génitales. La spermatogenèse est alors activée pour compenser la baisse du nombre de spermatozoïdes. D'autre part, la testostérone sécrétée par les cellules interstitielles est constamment dégradée dans le foie et est éliminée dans les urines. Or, sa sécrétion chez l'adulte est stabilisée à un taux plasmatique moyen de 700 nanogrammes par 100 millilitres. Donc, sa dégradation est compensée par une sécrétion de testostérone par les cellules interstitielles. Comme vous venez de le constater, le texte se compose de deux parties. La première concerne les spermatozoïdes, alors que la deuxième s'intéresse à la testostéronémie. Les premiers indices qu'on peut relever sont les suivants. On va souligner la première phrase clé de ce texte. La spermatogenèse est alors activée. Cela laisse à dire par quel organe se fait cette activation de la spermatogenèse ou justement de quelle façon se fait l'activation de ce phénomène au niveau de la paroi des tubes séminifères. La deuxième phrase clé de ce texte concerne la testostérone. En effet, comme vous le voyez, sa concentration chez l'adulte est stabilisée. Ce qui nous permet de poser une autre question. De la même façon, quel est l'organe responsable de garder la testostéronémie constante chez l'adulte et de quelle manière le taux de testostérone reste constant à peu près à une valeur moyenne de 700 nanogrammes par 100 millilitres. Un deuxième indice peut être également apporté par ce texte qui correspond à l'utilisation du verbe d'action, du verbe compenser. Ainsi, l'activation de la spermatogenèse vient compenser le manque de spermatozoïdes qui est perdu soit par éjaculation ou détruit dans les voies génitaux. Et l'activation des cellules de Leydig va compenser la diminution de testostérone qui est détruite par le foie. On pourrait donc dire qu'il existerait un mécanisme de régulation qui permet d'informer en permanence les cellules de Leydig ou les tubes séminifères concernant la sécrétion de testostérone ou la réalisation de la spermatogenèse. La question qu'on peut poser est donc: quels sont les mécanismes qui assurent la régulation des fonctions testiculaires? La réponse à cette question fera l'objet de 2 séances d'apprentissage suivantes. Avant de se quitter, on passe à un QCM qui va nous permettre de vérifier l'acquisition des notions qu'on a traitées pendant cette séance. Le premier item concerne la cryptorchidie qu'on va lire ensemble. La cryptorchidie est une anomalie qui, petit a, affecte la descente des testicules chez le fœtus. Petit b, se caractérise par la disparition des caractères sexuels secondaires. Petit c, s'accompagne d'une stérilité de l'individu. Et petit d, n'affecte pas la spermatogenèse. Pour répondre correctement à cet item, je vous rappelle qu'au cours de la première activité de cette séquence, on a déterminé la cryptorchidie comme étant une anomalie affectant la descente des testicules au cours de la vie fœtale au niveau des bourses ou scrotum et que cette anomalie est accompagnée d'une stérilité de l'individu qui garde malgré tout ses caractères sexuels secondaires normaux. Rappelez-vous que les testicules non descendus qui gardent une position intra-abdominale ont une spermatogenèse bloquée. Donc, comme vous pouvez le constater, les bonnes réponses
apportés à cet item seront petit a, affecte la descente des testicules chez le fœtus, et petit c, s'accompagne d'une stérilité de l'individu. Le deuxième item se réfère à la testostérone, qu'on va lire ensemble. La testostérone est une hormone masculinisante sécrétée par petit a, les tubes séminifères, petit b, le tissu interstitiel, petit c, les cellules germinales et petit d, les cellules de Sertoli. Je vous rappelle qu'au cours de cette séance d'apprentissage, on a vu que l'observation au microscope électronique des cellules de Leydig a permis d'extraire la testostérone à partir des gouttelettes lipidiques contenues dans son cytoplasme. La bonne réponse est donc le tissu interstitiel contenant les cellules de Leydig. Le dernier item concerne les cellules de Leydig qui ont un rôle endocrine car petit a, elles possèdent des récepteurs à la testostérone. Petit b, elles déversent leur sécrétion dans le sang. Petit c, elles agissent à distance sur des cellules cibles. Petit d, elles modifient le fonctionnement de n'importe quelle cellule de l'organisme. Rappelez-vous, on a déterminé les cellules endocrines comme étant des cellules activées, capables de libérer dans le sang une substance chimique appelée hormone. Cette substance agit à distance et à très faible dose sur des cellules cibles possédant des récepteurs spécifiques. La formation de complexes hormones-récepteurs selon le modèle clé-serrure permet la modification de l'activité de la cellule cible. Ainsi, on peut déterminer les bonnes réponses à cet item qui sont petit b, elles déversent leur sécrétion dans le sang. En effet, les cellules de Leydig sont qualifiées de cellules endocrines car elles sont capables de déverser l'hormone mâle ou testostérone dans le sang. Et petit c, elles agissent à distance sur des cellules cibles. Bien évidemment, la testostérone ne peut pas modifier le fonctionnement de n'importe quelle cellule de l'organisme. L'action de la testostérone se fait uniquement sur les cellules cibles qui portent des récepteurs intracytoplasmiques à cette hormone. Ainsi s'achève notre séance d'apprentissage. Je vous remercie de votre attention et au revoir.